merci encore pour les échanges très intéressants et très fructueux de cette première table et qui ouvrent en fait et répondent à beaucoup de questions qui se posent. Moi, la question qui m'est restée, j'ai pas osé la poser parce que je pense qu'on est un peu court dans le temps et je voulais laisser du temps pour la deuxième table ronde, c'est se poser la question de finalement est-ce que finalement l'exposition se pose comme question, c'est la naissance d'un grand stade en France met beaucoup de temps. On sent que aussi la question du supportering ou je dirais du développement en fait des supporters et des ultras en France sont toujours un peu décalés par rapport, je dirais, à nos voisins européens et tout. Se pose la question de savoir si la France est vraiment un pays du sport et qu'on met tellement de temps en fait finalement à construire notre grand stade parce que le sport n'est pas quelque chose de complètement, je dirais, accepté et peut-être que la France, excusez-moi en fait, je suis assez naturelle, a un peu de snobisme par rapport à la pratique du sport et d'où en fait voilà le temps passé pour penser un grand stade en France et le fait qu'on en ait finalement si peu et moi j'avais l'impression d'en avoir tant. Et c'est vrai que comparativement en Angleterre ou même à Buenos Aires, les stades, c'est vraiment une présence très forte en fait dans les villes comparativement à la France. Donc j'arrête mon propos et je ne pose pas la question pour pas avoir de réponse. Désolée. Maintenant, nous allons introduire nous allons avoir la seconde table ronde en fait qui va finalement poser la question de l'actualité du stade et je dirais même au-delà en fait son devenir, les grands stades aujourd'hui en fait, quelle place ils ont, quel devenir ils ont par rapport aux enjeux sociétaux, aux enjeux environnementaux. Francis Rambert va assurer la modération en fait de cette table. Il est journaliste, critique d'architecture, auteur de très nombreux ouvrages en architecture, beaucoup de monographies, cofondateur du magazine d'architecture. Et à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, il exerce la fonction de directeur du département de la création architecturale. Il va assurer donc cette modération et je l'en remercie sincèrement. Bonne table ronde, bons échanges. Merci, bonsoir à toutes et à tous. En effet, alors on va peut-être parler un peu moins d'architecture qu'on a l'habitude de le faire sur cette estrade, même si nous avons un architecte avec nous. On va parler beaucoup de l'usage et de la mutation du stade. Donc j'ai bien entendu les propos, j'ai appris énormément de choses. Grâce à vous, le monde des ultras mais c'était pour moi un monde que je tenais un peu à distance et là vous me l'avez presque rendu sympathique. Donc en tout cas vous m'avez donné des clés de lecture tout à fait intéressantes et je vois que vous êtes vraiment italianophile, donc ça c'est fait pour me plaire. Et que vraiment la question de l'architecture dans la ville, le stade, sa relation à la ville, c'est quand même la question fondamentale. Et c'est peut-être là qu'on peut parler de mutation du stade aujourd'hui. Alors ce qu'on note, nous, c'est qu'on a parlé, on l'a vu, et je remercie l'historien qui en a parlé tout à l'heure, évidemment on pense juste aux arènes sportives. Or, le sport, c'est pas à vous que je l'apprendrai, il n'est pas que dans les arènes sportives, il n'est pas que dans un stade, il peut être partout. Enfin, la ville contemporaine, la métropole, dans ses interstices, développe des opportunités pour pratiquer, j'allais presque dire, tous les sports, et notamment, et ça c'est pour les architectes et les designers, l'active design qui met les gens aussi en situation de faire du sport en ville, et ça c'est la lutte contre l'obésité, c'est des tas de choses, vous voyez, on a des choses d'usage qui ne renvoient pas à la question de la figure architecturale, mais évidemment dans nos villes, et hier j'étais à Barcelone, avec évidemment le Barça avec la transformation d'un des plus grands chaudrons de toute l'Europe ou du monde, ça c'est important, mais il n'y a pas que ce genre de stade. Ce qu'on a noté aussi, c'est le phénomène de l'évolution de l'arène, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'aréna que d'arène. Ça vous a pas surpris, donc on va parler de ça. Et en disant ça, il n'y a pas que le naming là-dedans, il y a aussi l'usage. Qu'est-ce qu'il y a, les fonctions qui est. Donc, un stade n'est pas que pour le sport. On le voit bien. Il est pour la culture, j'allais dire, de la musique. On voit bien peut-être avec des concerts mythiques à Wembley, on se souvient, mais aussi au Stade de France, bien sûr. Et puis, la politique aussi. On peut quand même le dire. Et aussi peut-être les ventes des voitures, des choses, des présentations automobiles, des tas de choses. En fait, un stade, aujourd'hui, ça sert à tout. Alors nous allons parler de tout ça. Évidemment, les architectes, dans leur programme, ils doivent intégrer ces choses. Je me souviens que pour avoir suivi le concours du Grand Stade, déjà c'était un hybride, puisqu'on lui demandait d'être un stade de foot et un stade d'athlétisme en même temps. C'est des choses qui sont, je dirais pas incompatibles,
mais disons c'est deux univers tellement différents qui appellent à des conceptions architecturales avec précisément les courbes de vision, la pente des tribunes. Notre architecte ici nous le confirmera. Et donc déjà, il y avait là un défi à faire du grand stade. Comment on pouvait le faire? On se souvient de la proposition de Jean Nouvel, inspirée de stades américains, de baseball avec la tribune qui bougeait. On se souvient de tout ça. Et puis, on a vu comment la France a gagné cette Coupe du Monde mythique dans cette arène sublime, finalement, et qui marche très, très bien. Donc, c'est vrai que la question architecturale, elle pose beaucoup de questions aujourd'hui, ou plutôt elle est questionnée par ces usages. Et là, je vais vous passer très vite la parole dans ce débat. Donc, nous allons écouter... on va peut-être commencer par vous, Guillemette Roland. Vous êtes directrice du marketing, communication externe et affaires publiques du consortium du Stade de France. Voilà. Et donc, comment vous voyez cette question de la mutation? Est-ce que déjà ce mot est juste? Est-ce que vous trouvez qu'un stade, ça bouge? Parce que vu de l'extérieur, un stade, c'est toujours un stade, c'est une façade et autres, mais justement, dans les façades, il y a des épaisseurs différentes maintenant. Ce n'est plus le Parc des Princes ou Barça, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que ça a changé? Je pense que... Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que la mutation est le bon terme, mais je pense que c'est une mutation qui n'est pas liée, enfin qui est sûrement liée à des progrès de l'architecture, des techniques architecturales, etc. Mais la chose dont on pourrait peut-être parler, et qui pour moi est au centre des mutations, c'est l'usage qu'on fait d'un stade et les attentes qu'on fait du stade. Parce que d'abord on parle du stade. Qu'est-ce qu'un stade? Enfin, pour moi c'est des stades, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre le stade où j'allais moi quand j'étais petite à la campagne, où on se donnait rendez-vous après l'école, qui était juste 4 trucs là, enfin voilà, avec un préau, et puis le Stade de France où j'ai la chance de travailler. Donc c'est pas le stade. En fait, le stade pour moi c'est l'espèce de lieu où on essaie de réconcilier en permanence, et notamment en demandant des choses impossibles aux architectes, des injonctions totalement contradictoires. Donc il faut que ça soit accueillant mais sécurisé, il faut que ça soit multidimensionnel, il faut que ça soit modulaire, parce que effectivement l'autre chose dont peut-être on peut parler aussi, c'est le fait que le stade est un objet économique. Il a une vie économique. Parce que, et surtout en France, les clubs ne sont pas propriétaires, mais les gens qui sont propriétaires sont eux aussi soumis notamment aux aléas sportifs. Et alors je sais qu'il y a peu d'éléphants blancs, mais il y en a quand même. Moi, je peux parler d'un stade dont je parle souvent avec d'autant plus de facilité qu'il est, il est géré par le groupe Vinci auquel j'appartiens, qui est le stade du Mans, qui a été fait en dépit de tout. Alors j'ai particulièrement suivi le sujet parce que à l'époque où l'idée a émergé, je travaillais à Matignon, où j'étais conseillère sport. Donc j'ai vu arriver un business plan qui ne ressemblait pas à grand-chose, si ce n'est qu'à l'époque le Mans était en Ligue 1, qu'il y avait un président de club plein d'ambition, un maire plein d'ambition, et que donc ils ont décidé de faire un stade qui ne correspond à rien en fait. Il n'a pas la bonne taille, il n'est pas au bon endroit, il n'y a pas les bons accès, etc. Et donc, depuis, il y a cette espèce de course pour essayer. Et après, en plus, j'ai travaillé aussi dans l'assurance. Et j'étais DIRCOM du groupe Covea, où il y a MMA, qui pendant des années a été le Neymar du Mans. Donc, moi, je donne des fois des cours au STAPS à Rouen, et je prends toujours cet exemple. Il est merveilleux, cet exemple. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est mettre... voilà, c'est... Quand on est président, on fait des musées. Quand on est maire, on fait un stade, une médiathèque, etc. Donc, mais la première question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet objet, en fait? À quoi ça sert? Est-ce qu'il va répondre à un besoin? À quoi ça sert? Et quand vous dites ça, je ne connais pas assez le stade du Mans pour vous apporter la contradiction, mais qu'est-ce que vous lui reprochez effectivement? C'est que c'est un objet qui tient à distance? Non, il n'est pas adapté. Ah, il parce n'est que pas depuis, adapté. le Mans est descendu, et j'en reviens à l'aléa sportif. Alors d'abord, un stade, c'est pas qu'un lieu, et ça c'est la mutation, un stade n'est plus qu'un lieu sportif. Un stade, Oui. notamment pour
pouvoir faire vivre son modèle économique. Il doit pouvoir aussi accueillir des concerts, d'où la modularité. Il doit aussi, ils essaient tous désespérément de créer des zones de chalandise autour. Il doit accueillir des séminaires, il doit accueillir, etc. Donc il y a une espèce de... il faut qu'ils vivent économiquement, quels que soient les gens qui... Et la France a cette magie qu'on a essayé tous les modèles. On a fait du PPP, là, partenariat public-privé, on fait du club, on fait de l'État, on fait tout ça. La question est toujours la même. Comment c'est viable économiquement? Donc le Mans, les pauvres, voilà, ça n'a rien à voir avec le Mans en tant que tel, c'est juste que c'est l'exemple parfait d'un objet qui a été fait et qui n'est pas adapté à son usage, à son objectif. Il est beaucoup trop grand. Il est à la fois trop grand et pas trop grand. J'ai aussi été, parce que j'ai plein de vies, parce que voilà, j'ai été DIRCOM de l'Euro 2016. Par exemple, le Stade du Mans n'est pas dimensionné pour accueillir un événement international. Alors si, il accueille les filles du tournoi Destination, parce que bon, la féminisation dans les stades, on peut y revenir. Et puis dans le public, là, par exemple. Donc voilà, c'est simplement, avant de vouloir construire quelque chose, il faut réfléchir à quoi ça sert. Et pour qui on le fait. Très bien. Alors, comme les gens du monde ne sont pas là pour se défendre, est-ce que vous pourriez nous citer un bon exemple à l'inverse? Vinci Le Gère. Enfin, Le Gère, donnez-nous un bon exemple pour vous, à vos yeux. Quel serait le bon exemple en France de ceux qui ont tout compris, ceux qui, justement, ont intégré, anticipé peut-être sur ces nouvelles pratiques de la ville aussi, hein? Marseille, pourtant je ne suis pas du tout marseillane, moi je suis plutôt... Donc Marseille, le stade de l'OM. Donc, Marseille qui a fait une rénovation, alors que j'ai suivi, parce que avec l'Euro, en fait, l'Euro 2016 a été un point de cristallisation qui a entraîné un programme de modernisation et d'agrandissement d'un grand nombre de stades. Parce qu'en France, c'est comme ça que ça marche. Il faut qu'on ait un point pour que les gens se décident de se bouger. Donc, on s'est dit, oula, 2016, il y a des normes qui sont imposées par l'UEFA, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul non plus dans la vie. Et il y a aussi une part importante du spectacle sportif en l'occurrence, mais aussi qui est vrai pour les concerts, qui est dicté par les autres acteurs économiques qui sont les détenteurs de grands événements, les détenteurs de droits, les télés, enfin tout ce qui est médias, etc., les tourneurs pour les chanteurs. Et donc eux ont aussi des exigences qui s'appellent des cahiers des charges, et il faut qu'on remplisse ces cahiers des charges pour pouvoir accueillir ces événements. On n'auto-génère pas les choses comme ça. Et Marseille, pour moi, est une des rénovations qui a été les mieux faites, parce que la capacité a été augmentée, simplement, elle a son public. Et là, son public, il s'est plaint. Voilà, Lens, c'est pareil. Voilà. Mais il y a d'autres stades où, voilà. Alors, il y a une différence entre Chaban. Mais ça tient peut-être au fait que l'OM a une telle image que, déjà, lui, c'est une icône. Mais c'est pas un jugement, en fait. C'est quelque chose. C'est une objective. Essayer de trouver une objectivation de quelque chose a été fait qui répondait à un besoin. Ou à une attente, ou à un public, enfin voilà, quelque chose a rencontré son public en fait, et a été conçu comme ça, et non pas, voilà, c'est difficile, je pense, de créer, et surtout cet aléa sportif qui fait que on peut disparaître, enfin le Mans et le club de foot du Mans, je m'acharne sur le Mans là, est en train, enfin voilà. Auquel j'ai été rattachée plusieurs fois dans ma vie, mais c'est juste que je les connais bien du coup. Mais voilà, sportivement, c'est en train de disparaître, et du coup, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'ultra au Mans, par exemple, je crois pas, en tout cas. Si, il y a des ultras au Mans. Ils sont 3, non? Ils sont 3. Mais, donc, une quarantaine. Voilà, à l'image du stade. Quarantaine. Bon, justement, alors, puisque vous avez parlé de Marseille, transition, je vais passer la parole à notre architecte sur ce plateau, donc Luc Delamain, qui est donc architecte associé à l'agence SCO. Alors la SCO, il faut le rappeler, est dans l'histoire de la France avec le Stade de France. C'est eux. Voilà. Donc, non, je le dis pour le rappeler. Donc, voilà, même si c'était pas lui qui l'a dessiné, je crois à l'époque, si. Justement, je travaillais dans l'agence à ce moment-là. Voilà. Donc déjà cette conscience, parce que à l'agence, ils ne font pas que des. Ils
ils ne font pas ce ne sont pas des spécialistes du sport. Non, mais justement, voilà. Je voudrais quand même le souligner. Juste un petit parcours. Donc, Luc Delamain, donc architecte à la SCO, on est 70 à peu près. On travaille sur tous les types de programmes qui font la ville. Donc, et notamment, bien sûr, des hôpitaux, des bureaux, du logement, mais aussi et des prisons. Des prisons et des équipements aussi sportifs. On vient de terminer là d'ailleurs l'Arena, Adidas Arena, juste à la Porte de la Chapelle, avec NP2F. Et puis, on fait aussi beaucoup de stades. C'est vrai que le premier stade que l'on a fait, c'est, je sais pas si on peut aller sur un truc, sur lequel j'ai travaillé moi pour l'agence, c'était notamment le Stade de France, donc qui a été signé par Macquarie, Jublena, Rejabal et Constantini, donc moi je travaillais à l'ASCO et c'était donc chef de projet, et c'était la première fois qu'on travaillait sur un stade. Et c'était une aventure assez exceptionnelle parce qu'en effet, il y a plusieurs défis et notamment de répondre à un programme spécifique, mais qui est notamment à la fin en concurrence en effet avec Jean Nouvel, qui avait fait un bâtiment qui était beaucoup plus un outil pour le spectacle, pour faire le spectacle, qui pourrait être modulaire et qui en effet était très en avance peut-être sur les programmations. Mais par contre, ce stade-là, le stade que l'on a fait, le Stade de France, il répondait à un moment donné justement à cette volonté d'avoir un stade monument et qui parle justement de cette Coupe du Monde et de la France d'une manière plus emblématique, notamment avec cette toiture qui est donc suspendue au-dessus des gradins. C'était une très belle aventure et qui se continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais je voudrais juste peut-être raconter, parce qu'on ne va pas passer toutes les trucs, mais juste raconter une petite histoire, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des images du Bauer, et donc du Stade Bauer, et notamment du Red Star. Je ne sais pas comment on passe là. Alors ça c'est un livre qu'on va sortir, qui est Time to Play, qu'on a fait à la suite d'un livre qu'on appelle Soutenir, à l'occasion d'une exposition à l'Arsenal. Et là, c'est le jeu comme aussi, le jeu et le soin, le jeu et le sacré, et le jeu et les normes, et notamment différents sujets. Mais je vais raconter un peu l'histoire de comment est venu ce stade. On va y venir avant. Attendez, on va essayer d'aller après. Voilà. En fait, en 2012, il y a eu le concours pour les stades au Qatar. Et on est allé là-bas, quelques-uns, pour visiter les sites du Qatar avec une programmation qui était a priori absurde, parce que faire dans un climat très hostile, de faire des stades, ça semblait très, très difficile. Et en fait, dans un but de recherche dans l'agence, on a réfléchi de qu'est-ce que ça pouvait être un stade, justement, là-bas, à cet endroit-là. Ce qu'on a fait, c'était plutôt, ce qu'on voit ici sur l'image, c'est une place. En fait, on fait une place publique avec des bâtiments autour qui donnaient sur cette place publique, avec une toiture en toile qui pouvait se coulisser et qui pouvait changer, donc donner de la fraîcheur aussi sur cette place publique. Et ensuite, pendant juste quelques semaines, c'était de dérouler une pelouse et mettre des gradins qui permettaient de faire un stade de 45 000 places avec des programmes, notamment d'hôtels, de bureaux, de logements, qui donnaient avec une vue directe sur la pelouse. Donc sur la place, pendant hors match, et sur la pelouse ou sur d'autres équipements ou d'autres façons de vivre justement cette enceinte qui pouvait se transformer. Donc on parlait de polyvalence en fait d'un lieu qui dans la ville se transformait en fonction de ce que les gens, la politique, les gens aussi, la société allaient faire de ce lieu. Et donc c'est pour ça qu'en revenant en France, on est arrivé et on est allé voir le président du Red Star, et notamment parce que le Stade Bauer a une particularité, c'est un des plus vieux clubs de France, je crois que c'est au début du XXe siècle, et notamment il y a le Planète Z, c'est le bâtiment que l'on voit au fond là, qui est en triangle, qui est un des logements qui donne directement sur l'aire de jeu. Donc une spécificité quand même très particulière d'avoir des logements, c'est-à-dire depuis les chambres des appartements, on voit le match qui est en train de se dérouler. C'est les Portugaisies, je sais pas qu'on a entendu tout à l'heure un petit peu, c'est un peu la même truc, c'est-à-dire qu'on est chez soi et donc il y en a qui peuvent louer même leur chambre parce que c'est une loge en fait qui donne directement sur le stade. Et ça nous a intéressés parce qu'on s'est dit tiens, ça rappelle justement ce qu'on avait développé au Qatar et notamment à Doha pour voir comment on pouvait avoir que la ville ait une vue directe
sur l'aire de jeu. Et ça a permis de développer ce projet où on a développé avec un maître d'ouvrage, donc c'est vrai un promoteur qui s'appelle Réalité, qui a acheté le stade et qui a développé 30 000 mètres carrés de programmes, de logements, de bureaux, de commerces, de restaurants, d'écoles autour de l'aire de jeu, en refaisant aussi un stade donc de 10 000 places. Ça veut dire que tous les logements, c'est du Airbnb, parce que les nuisances aussi, c'est non, c'est du terrible, co-living. C'est du co-living. Alors, Alors c'est ce qu'on voit là, c'est la photo qu'on voyait tout à l'heure, je crois, justement, qui avait été présentée. Et ça, je pense que c'est important, c'est que l'on voit ici donc les tribunes de part et d'autre, celle de la tribune nord, et au-dessus, on voit des bureaux qui peuvent se transformer, qui sont réversibles en enseignement ou en hôtel. Et ici, à droite, des logements qui sont, donc c'est du co-living, en fait, du co-living qui s'ouvre directement sur l'aire de jeu. Ça, c'est un projet qu'on fait avec Clément Blanchet. Donc aujourd'hui, j'étais encore cet après-midi sur le chantier, c'est en cours, et notamment avec c'est intéressant parce que donc à chaque fois, c'est d'avoir le maximum de polyvalence à l'intérieur des bâtiments qui donnent directement sur l'aire de jeu, mais aussi le maximum de polyvalence quand on parle d'usage du stade, de polyvalence dans les tribunes. C'est-à-dire que les loges peuvent se transformer en studio d'enregistrement, en salon, toutes ces activités qui peuvent se transformer justement et participer à l'activité, et surtout qui donnent là, avec ce bâtiment et de l'autre côté Planète Z, montrer que le stade n'est pas forcément fermé, comme est le Parc des Princes, qui est fermé en béton, donc complètement hermétique à la vue. Là, au contraire, le choix, c'était d'ouvrir à la ville. C'est-à-dire que depuis, quand on longe le stade, on voit à l'intérieur et on voit l'aire de jeu qui, en effet, est vue depuis la rue et depuis tout autour, depuis le quartier. Donc c'est comment on peut faire ville autour d'un stade et comment le stade et la pelouse, même si elle est sacrée, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se signent en effet, et même on n'a pas le droit d'aller sur une pelouse, marcher comme ça sur une pelouse professionnelle, mais par contre on la voit, c'est-à-dire qu'il y a une proximité sur l'aire de jeu qui permet de redonner aux plus jeunes et à tous ceux qui traversent la ville d'avoir cette vue sur l'intériorité de ce stade. Je pense que ça c'est... Enfin, il nous semble que justement cette proximité et cette vue directe des programmes qui donnent directement sur l'aire de jeu est quelque chose qui aujourd'hui est assez en effet à gérer et qui montre bien cette volonté de... Et là, on voit l'adressage justement de bureaux. Depuis un bureau, on voit directement l'aire de jeu qui donne directement sur l'ensemble, plus les spectacles. Non, c'est intéressant. Là, il y a une tendance en effet nouvelle. Un peu il y a quelque temps, Philippe Gazeau et Jacques Ferrier, si je me souviens bien, à Nantes, pour le stade Marcel Sopin, qui était des années 30, justement, ont cassé une tribune pour l'ouvrir, développer avec résidence étudiants et tas de choses, restaurants et autres. On a vu que c'était déjà une sorte de partage. Tout à fait. Mais il n'est pas homologué. C'est-à-dire qu'il n'est pas homologué, on ne peut pas faire de compétition dessus. Tandis que celui-ci, on fait de la compétition, c'est-à-dire que là, ils rentrent en Ligue 2, ils vont monter en Ligue 2, le Red Star monte en Ligue 2, et donc, mais peut-être en Ligue 1, et d'avoir des stades où on peut avoir des grandes compétitions nationales et internationales, ça, c'est devenir vraiment intéressant. Non, avec cette proximité avec la ville, justement. Mais c'est vrai que Marcel Sopin, c'était ça. Voilà, oui, parce on sent que ça évolue de ce point de vue-là, qu'il y a d'autres typologies qui peuvent arriver. Hein, c'est ce qui apparaît, non? Oui, on va revenir à vous. Hein. Oui, mais en même temps, c'est exactement ce que dit Luc aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment définir quel est l'objectif aussi du stade, parce que on vient quand même de construire un centre aquatique qui sera pas homologué pour les grandes compétitions, donc à un moment, faut réfléchir à ce qu'on fait. Donc, si le stade, on n'est pas seul. Donc, si le stade n'est pas voué et trouve sa vie parfaitement équilibrée, sans avoir besoin d'accueillir des grandes compètes, il n'y a pas de problème. Mais si un jour on a l'ambition d'accueillir des grandes compétitions, on est obligé de passer sous les fourches codines de gens qui ne sont pas nous et qui sont des fédérations internationales. Et qui sont aussi, l'autre chose dont on pourrait peut-être parler aussi, c'est le poids de plus en plus important des médias et où on fait des choses, et on le voit là, les Jeux Olympiques, c'est pour moi le sommet du sommet, c'est-à-dire qu'on fait des choses fort heureusement temporaires, mais qui n'ont pour destination que d'être des images. Donc voilà, et ça c'est de plus en plus prégnant. C'est les nouveaux stades Instagram, ça, c'est le truc. C'est ça que vous voulez dire? Tout doit être instagrammable. Ah voilà, donc c'est l'icône, voilà. l'icône. Alors, mais dans les commandes, il y a ça à la SCO, par exemple, on vous donne ça comme
Non, c'est intéressant de l'entendre. Hein. Non, ça arrive. Alors, Le justement, ça programme, dépend- non, l'architecte. mais chaque stade, enfin, chaque concours, chaque programme, en fait, est une aventure. Et à chaque fois, en effet, c'est très différent. Donc là, cette ouverture dont je parle, c'est vrai qu'on a fait des stades monuments comme celui de Marseille, qui en effet plutôt quelque chose un stade qui est fermé, qui est emblématique. Mais c'est vrai que cette notion d'image aujourd'hui est très importante. Dans elle va véhiculer, cette image va véhiculer, en effet, elle est très importante internationalement sur les grands stades, même le Stade de France et le Stade de Marseille aussi. À chaque fois, ça fait partie des demandes aussi. Là, ce n'est pas le cas, c'est pas la problématique de ce stade de Saint-Ouen qui répond à une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est pour ça qu'il y a des stades, des façons de vivre en effet ce stade, mais qui doit répondre de toute façon à ces énergies et ces flux qui font partie du programme fonctionnel de ces équipements-là. Hein. Ça, c'est par contre le dénominateur commun. C'est-à-dire cette rapidité, le Stade de France notamment est connu pour ça, cette rapidité d'évacuation, cette facilité d'accès au gradin, enfin bon, toute cette logistique-là et cette énergie qu'il y a dans le stade. Oui, parce que c'est quand même 80 000. Hein. C'est 80 000, 80 000 places. Le Parc des Princes, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est 40 000, c'est juste la moitié. Hein. Ou 47, bon d'accord. Oui. Mais en gros, c'est du simple au double. Non, parce que les gens souvent mélangent un peu tout. Et c'est vrai qu'il y avait un défi, là, sécuritaire, on pourrait dire, on peut parler comme ça, oui, assez important. Tout à fait. À chaque fois, mais à chaque fois mais même là aussi, celui-là avec la ville, hein, qui est juste autour, parce que aussi le Stade de France, d'ailleurs, et on en parle beaucoup là, on le voit bien dans la ville, hein, c'est-à-dire comment il est intégré dans le quartier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et même Marseille, c'était aussi un concours de stade, mais aussi un concours avec 100 000 mètres carrés qui se faisait juste autour du stade. Comme d'ailleurs le Stade de France, qui était le Stade de France, mais aussi un quartier qui se développait autour. Donc à chaque fois, c'est pas qu'un lieu là où il va se passer le spectacle, mais c'est aussi tout ce qui est autour et comment il se raccroche à la ville. Il se trouve que tous ces stades, en effet, même si dans leur histoire étaient un peu excentrés, ils ont été rattrapés par la ville, mais maintenant ils ont voulu, même s'il y a eu des études pour que le stade de l'OM soit fait dans un autre site, à l'extérieur de la ville, à chaque fois, que ce soit pour Le Havre, pour Valenciennes, pour d'autres aussi, même pour Bruges, qu'on est en train de faire aussi, c'est à chaque fois de le laisser à sa place. Parce qu'il y a une âme, il y a une histoire, il y a un site, il y a des tracés qui ont été mis sur la pelouse qui font vraiment le lieu. Et ça, on n'y touche pas. Et donc, c'est là où il y a peut-être un côté sacré, c'est-à-dire quand on marque, quand on plante le bâton vraiment et que c'est là le stade, et ben, on n'y touche pas. Et c'est vrai que le club et toute la ferveur restent toujours autour de ce lieu-là. Et on le voit bien, et ces 100 000 mètres carrés qui sont faits autour, comment on aborde ce lieu, comment on d'une manière assez confortable aussi, qui est importante, hein, c'est comment on y accède. Ça fait partie de toutes ces énergies qui sont avant le match, après le match et pendant le match. Et Marseille, c'est une transformation. C'est une transformation. On est d'accord, qui est quand même déjà, là aussi, un autre défi. Hein, tout à fait. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est une évolution du stade qui était un vélodrome, qui a été transformé. Je crois que c'est dans les années 80 qu'en effet, on a retiré la piste, et puis le concours après le stade Buffy avait fait déjà une rénovation du stade, et donc on a retravaillé en 2009, on a retravaillé ce stade en lui mettant une couverture qu'il n'avait pas sur toutes les tribunes. Et donc on a un peu augmenté, donc on est passé à 67 000, donc un peu augmenté la jauge, mais surtout redonné plus de confort. Et donc on a détruit une partie, on a reconstruit, et on a fait tout en conservant les matchs. C'est-à-dire à chaque fois, il y avait les matchs qui étaient pratiqués pendant le chantier. C'était vraiment un challenge assez important. Et puis c'est de faire une aventure aussi incroyable de construire ce stade, de dessiner ce stade et de construire ce stade, et puis de vivre aussi dans ce stade. Même si on peut aimer bien sûr le Parc des Princes, qui a son charme, bon, je trouve qu'il est un peu trop, mais on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Il aime beaucoup. D'accord. Mais moi, nous, on aime beaucoup aussi on aime beaucoup ici dans la maison, on le défend beaucoup, le Parc des Princes, parce que c'est une icône à Paris et on a une typologie assez incroyable d'être greffé sur les infrastructures et autres. Et puis c'est une époque. En effet, vous avez dit, il est fermé. C'est pas le stade d'Amiens, par exemple, avec ces tribunes de verre et autres. Et qui est dans une transparence de la ville, mais on n'est pas au pays des ortillonnages. C'est ça la différence. Donc l'architecture, c'est celle qui est liée au lieu. Et là, le lieu, c'était l'infrastructure.
Donc, je trouve que Taïber, avec Francis Bouygues, il faut jamais oublier, il fabrique cette icône, ce monolithe de béton, qui crée une dramaturgie du sport assez extraordinaire. Qu'on y assiste à du rugby ou du foot, c'est quand même quelque chose. C'est un lieu. Voilà, c'est un lieu. Je crois que c'est important de ne pas être uniquement dans l'équipement, mais dans le lieu. Enfin, qui doit être transformé quand même, qui voudrait bien être transformé, pas les propriétaires. Oui, le propriétaire aimerait bien le transformer. C'est une autre affaire. Oui. On fera un autre débat pour ça, si vous voulez. De toute façon, il y a une évolution aussi par rapport aux stades où on va de plus en plus vers des arènes, justement, on en parlait. C'est-à-dire il y a quand même plein de stades maintenant qui sont couverts. Là, il y a eu un match de rugby récemment de Champions Cup où ils ont fermé le toit volontairement alors qu'il faisait beau pour créer justement cette espèce d'atmosphère et refermer sur le spectacle. Et cette évolution, elle est réelle aussi, hein. Alors on va revenir à vous. Je voudrais passer la parole à Franck Bélanger, qui est journaliste au service des sports de France Inter, et donc qui suit tout ça. Et évidemment, la question de l'icône, du sport et autres, ça lui parle, même si c'est pas un spécialiste d'architecture. Il ne peut. Oui, ben évidemment, c'est à ça que je voulais venir. Il ne peut pas ne pas avoir une idée, une analyse, en effet, de ce qui marche, de ce qui marche pas, mais aussi de ce qui fait lieu. Est-ce que vous aimez cette expression « faire lieu » ? Alors, j'aime beaucoup, mais la grande différence entre tous les gens qui ont parlé et moi, c'est que tous ont travaillé, ont parlé sur les stades. Moi, j'ai travaillé dans les stades. Ah. Que ce soit pour du foot, de l'athlétisme, de la boxe, j'étais dans le stade et je travaillais dans le stade. Ça fait une grande différence quand même. Et effectivement, c'est un lieu. Quand on s'approche du Vélodrome, on le voit d'assez loin, c'est marquant. Quand on s'approche du Parc des Princes aussi, du Stade de France, il y a même des stades qui ont été construits assez loin des endroits de transport, comme le stade de Munich, où là, à 3 km, on voit que ça. Il y a qu'un stade. L'Arena, du Bayern. Tout à fait. Oui. On arrive, l'Allianz Arena. Herzog et de Meuron, c'est quand même parmi les plus grands architectes du monde, et avec c'est un attracteur, le stade là. Et puis il y a ses couleurs, la nuit, le rouge, le blanc. Et on approche, il y a 3 km, parce qu'il y a 3 km à faire en marchant quand même, c'est loin. Surtout quand on a le matériel pour aller travailler. Ça, on n'a pas pensé à nous, là. On avance et on voit ce stade, il se découvre. Et quand on entre dans le stade, il se passe un truc. Parce que justement, c'est un lieu. Il est habité. Il y a un taux de remplissage qui est proche des 100%, ce qui est pas si fréquent que ça quand même. Et tout a été pensé dans ce stade. C'est-à-dire que tout a été pensé pour les spectateurs, pour qu'on voit bien de partout, pour les gens qui travaillent dedans, comme les journalistes, c'est-à-dire que la tribune de presse, elle est à mi-hauteur, elle n'est pas sous le toit, elle n'est pas au bord de la pelouse. Tout à l'heure, Sébastien parlait de ces endroits où on mange très bien, les salles de presse. Là-bas, c'est particulièrement bien. Et c'est un stade où on se sent bien. Moi, j'y ai commenté de nombreux matchs. On s'y sent bien parce que c'est un lieu, parce que les gens se sont appropriés. C'est un stade qui est assez récent, qui n'a pas d'histoire, qui est moins mythique à la limite que le stade olympique de Munich, avec cette espèce qui est juste de à toit. côté. Oui, qui est juste à côté. Mais lui, il est connu, reconnu par les gens. Ouais. En tout cas, ceux de ma génération. L'Alliance du Bayern de Munich, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les gens se le sont appropriés. Parce qu'il a été construit pour eux. Et vous parliez de l'architecte. Le gros problème qu'il y a eu après, c'est que ces architectes-là ont essayé de faire le même stade un petit peu partout, avec différentes réussites. Sauf à Pékin, quand même. Le stade de Pékin, c'est une icône, le nid d'oiseau. Peut-être que vous y avez commenté de l'athlétisme. Voilà. Les Jeux Olympiques, plus les championnats du monde. Donc j'y ai passé 3 semaines de ma vie, mais vraiment, assis dedans, à commenter. Donc celui-ci, je l'aime particulièrement, c'est un de mes préférés. Aussi. Il est d'une beauté incroyable. Il est très beau, hein, vraiment. C'est impressionnant, personne ne le connaît parce que pas grand monde y est allé, mais il est magnifique. Après, je pense que c'est devenu un éléphant blanc, qu'il n'y a plus que l'équipe de Chine qui joue quelques matchs de football, qui joue quelques matchs dans la saison.
Non, c'est pas un stade urbain, c'est un stade icône. C'est une œuvre esthétique extrêmement. Il est incroyable. Ok, Le très nid bien. d'oiseau, J'ai pas vu des matchs, mais j'y suis allé. J'ai vu la performance. Et vous avez eu le choc quand on arrive comme ça, pareil. On le voit de loin et il s'impose à vous. Je l'ai vu construire aussi dans des conditions de folie. Mais donc, ce qui est bien, c'est de vous écouter depuis l'intérieur. J'aime bien cette idée de l'usager, voilà, parce que là vous faisiez pas du sport, vous commentiez le sport. Donc vous voyez les gens qui étaient dans l'effort et les supporters, les ultras. Alors quel est votre... Alors moi j'ai été, étant jeune, j'ai été ultra, donc je partage un petit peu tout ça. Pardon? Mais à Marseille il y a la vieille garde, c'est des gens de mon âge, hein, c'est ça, à peu près, un peu plus vieux. Ou alors je fais plus jeune que mon âge. Notre ami a beaucoup insisté sur la jeunesse. Ouais, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait. Je pense qu'on peut être supporter vieux et assumer son âge. Est-ce qu'on peut être ultra jeune, c'est la question. Hein. Oui, ça aussi. Voilà. Non, mais pour en revenir à ces stades qui sont construits ou non pour les gens qui viennent y voir des événements sportifs ou pour les gens qui viennent y travailler, il y a des stades assez surréalistes. Je me souviens du nouveau stade de Reims. J'ai fait un des premiers matchs dedans, j'ai commenté un match, et au moment d'aller dans la salle de presse, ils se sont rendus compte que presque le jour du match, ils se sont rendus compte que finalement la salle de presse était sous-dimensionnée, qu'il n'y avait pas assez de place, qu'il n'y avait pas assez il y avait rien en fait, rien n'était fait pour les gens qui venaient travailler dans le stade. Ça a été un peu le cas aussi à Bordeaux. Je sais bien que Émilie aime beaucoup le nouveau stade de Bordeaux. Nous allons en parler. Elle le trouve très beau, moi aussi. Hein. Honnêtement, il est très beau, mais il est mal situé. Il est assez mal conçu, il n'est pas très pratique. Donc voilà. Alors, puisque vous parlez de Bordeaux, non mais je me souviens parce que j'ai suivi toute l'histoire. Oui, parce que Alain Juppé avait lancé ce stade sur l'idée d'un stade low cost. C'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir une sorte de défi en PPP, mais avec très très haute qualité architecturale. C'est-à-dire d'arriver à quelque chose comme on l'a fait pour le TGI à Paris avec Renzo Piano, un PPP très haute qualité architecturale. Voilà, donc ça donne les projets que nous connaissons. Quand on le voit, évidemment, l'histoire du stade de Bordeaux, c'était une autre, tout à fait, et dans une autre situation. Mais quand même, il marche, non parce que c'est ça la question. Alors, non déjà, quand on compare avec le vieux Lescure, qui était un stade magnifique. Mais oui, très beau, mais magnifique. Bien sûr, mais beaucoup plus petit. Ah oui, mais ça, on s'en fiche. Oui. Le stade, il sonnait. Vous voyez la différence entre les deux stades? Ah oui. Le parc Lescure, il sonnait. C'est-à-dire qu'il avait un beau bruit. Quand on était dedans, quand on entendait les chants ou quand on chantait soi-même, c'était agréable. Dans le nouveau stade, c'est pas le cas. Vraiment, il y a une grande différence. Et d'ailleurs, c'est une critique que je voudrais faire pour le nouveau Vélodrome. Ah. Alors, le premier match que j'ai vu au Vélodrome, c'était il y a 50 ans, hein, je vous le dis. Donc, c'était mon premier match de foot. C'était l'Olympique de Marseille contre Sochaux. Il y avait Marius Trésor qui jouait. Voilà, c'était pour le dire, pour parler de Marius Trésor. Mais ce stade, il est magnifique aujourd'hui. Vraiment, je l'aime d'amour. Il y a un petit détail, c'est qu'il résonne métallique. Vraiment. Il a un son métallique. Et le public marseillais est sans aucun doute le meilleur de France. Mais je pense qu'ils ont cette sensation-là aussi. J'en ai parlé avec plusieurs et ils me disent que, contrairement à avant, où le stade avait une espèce de bruit rond et un peu sourd, comme le Parc des Princes, ça m'embête de le dire, mais c'est la vérité. Ah. Il n'y a pas de toiture où ça? Non, mais ça résonnait, c'était rond quand même. Je ne sais pas si ça venait dans l'avant-dernière configuration du côté Vélodrome, ou alors du côté... La moins bonne configuration, c'était celle d'avant, où là, c'était une marguerite, et où Roland Courbis avait dit « Est-ce que vous avez déjà vu un match de football dans une marguerite ?» La réponse est non, donc c'était une mauvaise idée. La couverture, c'est bien, mais je vous dis, il y a un petit bruit métallique. Une petite critique, hein. Excusez-moi. Non, mais c'est bien la dimension musicale. C'est un homme de radio. Ben oui, c'est un homme de radio. Le son. Et oui. Parce que moi, je trouve qu'il vibre, par contre. Je trouve qu'un stade, on sait, quand on rentre, même quand il est vide, on sait s'il va vibrer ou pas. Alors, je te conseille d'aller voir des matchs en Turquie ou en Grèce et les stades vibrent. Il continue, non, mais vide. Il bouge même. Vide. On sait tout de suite s'il vibre ou pas. Non, mais Bordeaux ne vibre pas. La praticité, c'est peut-être Stade Vinci encore, j'ai le droit. C'est un vrai sujet sur les nouveaux stades. C'est-à-dire qu'on a tendance maintenant à faire des stades pratiques,
mais pas pour tout le monde, comme je viens de le dire, et des stades un petit peu uniformisés. On a parlé pour le vin de la parkerisation des vins de Bordeaux. Oui. Pour les stades, c'est un peu pareil. On fait un Mais peu sauf les mêmes le stades. stade de Bordeaux, qui est justement pas parkérisé, lui. Il est pas parkérisé, le stade de Bordeaux. Non, puis en plus, il a une signification, il résonne dans le paysage On local. est d'accord, il a une identité. Tout à fait. Reprendre l'idée des pins et autres. Tout à fait. Vous voyez, il y a comme de très symbolique, quelque chose qui vient dans un paysage. Et puis après, pour... Mais Guillemette le disait, il y a une erreur fondamentale, c'est qu'il est loin, il est mal situé, et ça tue une partie du plaisir. Oui. Il y a des tramways à Bordeaux qui Oui. Bon, mais enfin, il est là. C'est une œuvre architecturale incontestable. Voilà. Je voudrais, on va revenir à vous. Je voudrais passer la parole à notre autre invité. Donc, Alain Lemoine. Alors, vous êtes déjà sportif de haut niveau à la base. Donc, mais bon, quand même, vous l'êtes toujours. D'ailleurs, vous avez la silhouette. Et alors vous étiez dans la voile. Donc, les stades, déjà, c'est loin. C'est loin du regard. Vous voyez peut-être le stade l'OM de loin quand vous êtes dans la rade de Marseille. Mais est-ce que là, vous allez nous parler de, justement, vous faites partie donc d'un chargé de projet au Shift Project. Voilà. Alors là, on est dans un think tank très, très, très particulier. Vous pouvez nous expliquer quel est le but décarboné? On a bien vu, c'est l'objectif. Mais est-ce que tout ça rentre dans tout ce que vous avez entendu? Est-ce que tout ça vous est étranger ou parce qu'on a l'impression que vous travaillez sur d'autres choses encore? Exactement, ouais. Alors, ouais, c'est bon, ça marche. Alors déjà, mon petit lien avec ce dont quoi on parle, c'est que je suis un très grand passionné de sport avant tout. Vous l'avez dit, j'ai été sportif de haut niveau en voile, mais je suis aussi un très grand fan de rugby. Et donc, alors pour le coup, je viens de Vannes, moi. Donc en ce moment, je peux vous dire, je suis attentivement la montée en top 14 potentielle de mon club favori. Mais en fait, j'ai un très gros lien avec ça. J'ai toujours assisté à de très nombreux matchs et je suis un très grand fan de sport au sens large. Et en fait, le lien qui a été fait, c'est que à la fin de ma carrière de haut niveau, je me posais de plus en plus la question du sens de ce que je faisais. Et à cela venait la montée des sujets écologiques. Et en fait, à l'époque, au Shift Project, donc je vais en parler rapidement. En fait, on a monté un groupe de travail et on s'est dit il faut absolument qu'on aborde les sujets de la transition climatique et énergétique dans le sport. Et donc on a monté un projet et ce premier projet, je vais en parler, cible le sujet des stades et des manifestations sportives dans les stades. Donc rapidement, le Shift Project c'est quoi? C'est un think tank, comme vous l'avez dit, une association d'intérêt général qui s'est donné pour mission d'éclairer et d'influencer les débats sur la transition énergétique. Comment on influence, comment on éclaire? On éclaire en produisant des rapports, on constitue des groupes de travail, donc c'est-à-dire des experts du secteur, des faiseurs, des personnes qui travaillent dans le secteur. On les réunit, on les fait réfléchir aux sujets associés au changement climatique et aux problématiques énergétiques. Et ensuite, une fois qu'on a ces rapports, eh bien on les porte, comme ce que je fais aujourd'hui. On rencontre des acteurs, qu'ils soient du secteur ou pas, et on propose des solutions pour décarboner les secteurs d'activité qu'on aborde. Donc, vous connaissez peut-être mon président, Jean-Marc Jancovici, qui préside et qui a fondé le Shift Project. Le Shift, c'est une équipe d'environ 30 salariés, je passe rapidement, mais qui est surtout soutenue par une autre association qui s'appelle les Shifters, qui est indépendante mais qui est en soutien au Shift, composée de près de 26 000 personnes qui eux portent en fait tous les projets du Shift dans la société. Et pour le projet autour du sport, c'est près de 200 personnes quand même bénévoles qui ont contribué au projet. Donc les secteurs qu'on aborde, c'est très très large, ça va de l'alimentation à l'aéronautique, au secteur vraiment stricto sensu de la prospective et des énergies, de la culture et maintenant du sport, depuis environ 1 an. Et comment on aborde les sujets? On aborde ça par un prisme qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est l'association entre les risques associés au dérèglement climatique d'une part, et d'autre part, les risques associés à la déplétion des énergies fossiles.
Donc concrètement, le climat, bon, je ne vais pas faire un cours de climat ici, mais c'est les risques associés au dérèglement du climat, donc l'explosion des événements naturels extrêmes, les sécheresses, les canicules, etc., qui remettent en question la viabilité non seulement vitale, enfin la possibilité de vie sur Terre, mais également, pour ce qui nous concerne, la possibilité de pratiquer des activités sportives et de se rendre à des manifestations pour en profiter. Au Brésil, en ce moment, ils ont quand même annulé pour une période. Il y a des grandes inondations en ce moment au Brésil, et le championnat national a été suspendu pour une période indéterminée parce que le pays est ravagé par les inondations. Donc voilà, ça montre vraiment le lien. Le sport est vraiment pas en dehors des problématiques climatiques. Il en fait partie. Il y contribue au dérèglement parce qu'il consomme également des énergies fossiles. On va y venir. Mais voilà. Je passe rapidement. Et pour éviter justement d'avoir des conséquences dramatiques, il faut réduire nos émissions et s'engager dans des trajectoires de baisse. Ça, c'est par exemple les accords de Paris qui, en gros, nous disent qu'il faut réduire de 5 à 10% nos émissions jusqu'en 2050. Je passe à nouveau rapidement. Et pour ça, il faut regarder la problématique énergétique, parce que sans énergie, on n'a rien. Un stade sans énergie, vous l'alimentez pas, les personnes ne peuvent pas se déplacer jusque-là, même les matériaux, si on revient à la base, c'est-à-dire la construction du stade, sans hydrocarbures pour alimenter le camion qui va faire venir les matériaux au stade, vous n'avez pas de stade en fait. Donc l'énergie, elle est partout, dans toutes les machines. Et ça, en fait, si on ne regarde pas ça de près, en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, soit d'un point de vue énergétique, mais également d'un point de vue climatique, parce que en fait, 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde est d'origine fossile, donc charbon, gaz, pétrole, et donc il y a une vraie problématique sur comment on fait pour réduire cette consommation et transiter vers des énergies bas carbone. Et nous, au Chili, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la double contrainte carbone, donc le changement climatique d'une part et l'énergie, c'est que si on ne prend pas à cœur la problématique climatique, donc on dit, bon, en fait, c'est pas notre problème, il y a une voiture balai qui va être la déplétion des ressources fossiles. Jusqu'à la guerre en Ukraine, c'est une question qu'on abordait très très peu. En fait, on a vu que, concrètement, quand on avait une explosion des coûts sur l'énergie et qu'en plus on avait un risque de perte d'approvisionnement, et là, c'est toute la vie économique d'une société entière qui était mise en demeure. Et donc, nous, au Shift, on dit attention, non seulement ce qu'on a vu en Ukraine, c'est qu'un prémisse, mais en plus de ça, ça va encore plus se dégrader. Et donc, il y a vraiment une nécessité de transiter vers un modèle bas carbone qui se débarrasse des énergies fossiles. Donc, je passe rapidement ces slides-là, sinon j'aurais pas le temps de tout aborder. Non. Et voilà. Alors, lié au sport, et surtout au stade. Comment vous... Parce qu'un stade, c'est quand même des grandes enceintes. Évidemment, on ne va pas faire le procès du béton ici ce soir, ni même de l'acier. Voilà, on va pas. Faut-il faire des stades en terre? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce que on aimerait comprendre où vous voulez nous emmener? J'allais y venir justement. Donc en fait, on a publié un rapport intermédiaire en mars, justement sur l'empreinte carbone des manifestations sportives dans les stades. Et dans ce périmètre, il y avait bien entendu la question de la construction, des immobilisations. Mais en fait, un stade, vous l'avez dit, c'est un lieu, très justement, mais c'est un lieu qui est traversé par des flux. Des flux physiques, ça va être des personnes, ça va être des biens alimentaires, des services, etc. Et donc, tout cela, il faut les quantifier et ensuite évaluer les émissions associées à cela. Donc en fait, nous, on a regardé ce qui se passait principalement pour les matchs de football et de rugby, donc Ligue 1, Ligue 2, etc. Et je passe rapidement. Et on a essayé de regarder différentes tailles de stade pour voir si on avait des différences. Et si oui, quels étaient les déterminants qui faisaient qu'on avait plus ou moins d'émissions. Les résultats, ça a été qu'en fait, près de 65% des émissions, c'était les déplacements des spectateurs. Donc c'est vraiment une problématique qui est majeure. Oui. La part de la construction et des immobilisations, c'est quelques pourcents de l'empreinte. Alors là, en fait, comme c'est un rapport intermédiaire, on va publier un rapport final en juillet, les chiffres vont un petit peu changer. On était sur environ 3% pour les immobilisations, on va plutôt passer autour de 5%. On a réévalué certaines hypothèses, mais ça reste entre guillemets marginal par rapport à la problématique du transport. Et c'est pour ça que les stades qui sont mal desservis, où justement il y a une dépendance très forte au mode assez carboné, donc comme la voiture individuelle, ça pose des problématiques et ça fait encore plus augmenter cette part de la voiture. Donc je vais passer rapidement, mais juste pour la mobilité des personnes, en fait elle est très majoritairement
liée à la voiture véhicule individuelle, et celle-ci est, même si en fait on voit que globalement il y a plus de personnes qui se déplacent en covoiturage pour se rendre au stade, voilà, on se déplace avec ses copains, sa famille, ses amis, etc. Et donc ça fait que même sur des taux de remplissage plus élevés, quand même l'empreinte carbone est très majoritairement due à la voiture, et qu'en fait nous on a catégorisé 2 types de publics, c'est les locaux qui se déplacent. Donc par exemple, moi je suis supporter du rugby club de Vannes. Quand je rentre chez moi à Vannes et que je vais voir mon club, je suis considéré comme un spectateur local. Et puis vous avez les spectateurs extérieurs. Par exemple, je sais pas si c'est contre Montauban, il va y avoir les spectateurs de Montauban qui vont se déplacer jusqu'à Vannes. Et donc eux, forcément la distance va être beaucoup plus importante, les parts modales vont être différentes, et donc les émissions vont être différentes. Et donc en fait, même si cette part, on le voit, c'est environ 2,5% des spectateurs, et ça va déjà être un tiers des émissions. Donc il y a un vrai sujet sur d'où viennent les gens et quelle est la part finalement qui proviennent. Donc là c'est pour un match national, mais forcément quand vous avez un match international avec de l'avion, ça augmente encore plus fortement. Je passe rapidement. Mais quelle serait la solution? Parce qu'autant on peut avoir un bus électrique pour venir de Montauban, pour aller à Vannes, mais dans la Champions League par exemple, évidemment là ça va être... c'est insoluble comme histoire. Évidemment, beaucoup de gens vont peut-être prendre le train si c'est en Europe, mais quand même. Alors ça c'est tout parce qu'en fait là sur ce rapport-là on est resté sur un constat, et en ce moment on travaille sur les leviers de décarbonation. Donc en juillet on va publier un rapport qui est justement toujours sous format intermédiaire, parce que le but c'est de confronter ça aux acteurs, leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et pour les leviers, pour ce qui est de la mobilité, justement j'avais une réunion cet après-midi avec des acteurs pour leur demander ce qu'ils en pensaient. En fait vous avez plusieurs choses. Déjà vous avez les parts modales, donc comment les gens se déplacent. Vous avez l'intensité carbone du déplacement. Donc ça va être joué, ça va être déterminé par exemple par le taux de remplissage des véhicules. Vous avez également en gros les facteurs d'émission associés au déplacement. Donc par exemple si vous passez d'une voiture individuelle thermique à électrique, vous allez diminuer le facteur d'émission, et donc ça va être intéressant pour décarboner. Et puis vous avez le facteur clé qui est celui de la distance. Et donc là, dans le cadre des compétitions internationales, il y a une vraie réflexion. Nous, on n'est pas encore arrivé au chiffrage qui nous permette de faire des choix, en tout cas de dire on n'a pas le choix pour décarboner complètement, il faut réduire la distance. On n'est pas encore arrivé à cette conclusion-là. Par contre, on voit bien que si on active tous les leviers technologiques et tous les leviers on va dire de sobriété, il y a une question un peu insoluble, et de dire quel choix on fait. Est-ce qu'on, décide de réduire un peu la fréquence des rencontres? On décide de réduire la distance entre les équipes? Alors ça pose des questions économiques, mais par contre ça veut dire que si vraiment on veut décarboner, il va falloir se poser la question. Voilà. Oui, vous voulez dire il faudrait être cohérent, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, en tout cas, dans tout. Oui. À un moment, il faudra se poser des questions. Si on veut pouvoir arriver à la neutralité carbone sur ce qui nous concerne, il y a des questions très fortes qui vont... il y a des sujets économiques et physiques, au sens des énergies, des émissions de carbone, qu'il va falloir se poser. Non, mais on voit les calendriers sportifs qui amènent les gens à sauter d'un endroit à l'autre. Là, à chaque fois, c'est en avion. On prend par exemple la coupe de ski, même en biathlon. C'est incroyable. D'un seul coup, ils vont se retrouver aux États-Unis, puis ils vont revenir en Norvège, puis ensuite c'est l'Allemagne. C'est quand même. Il y a une idée qui avait été lancée à ce propos, c'était de faire un petit peu comme aux États-Unis, de faire des séries de matchs. Par exemple, en championnat de France, on jouait sur une saison, on jouait les 2 matchs PSG-OM au Parc des Princes à la suite, en une semaine, et l'année d'après, c'était à Marseille, mais l'année d'après, ce qui réduisait les déplacements de moitié sur une saison. Donc ça, c'était une idée qui avait été avancée, mais qui n'a pas été, ça n'a pas fait florès. Est-ce que vous avez déjà commenté un match à Charletti? Oui, j'ai commenté de l'athlétisme. Oui, parce que voilà un stade qui justement est en béton, mais qui s'ouvre sur la ville, il est venteux. Il est venteux. Oui, celui-ci est venteux. Il y avait 2 stades venteux et connus pour l'être en France. Il y avait le stade de Villeneuve-d'Ascq, l'ancien stade de Lille, et le stade Charletti. Les 2 sont très, très venteux. Bon, alors Lille, ils ont réglé le problème avec un nouvel aréna de Vallon-des-Pistres, et puis Charletti, ça reste Charletti, c'est quand même c'est une icône, non, là pour, aussi, pour l'athlétisme, à la fois architecturale et puis... Très honnêtement, pour l'athlétisme, au mois de juin ou juillet, c'est un stade super agréable. Bon. Pour le foot, j'ai un doute. Voilà. Il y a la piste d'athlétisme qui vous éloigne.
les tribunes ne sont pas modulables. Non, il n'y a pas de. J'ai l'impression que c'est difficile d'avoir une appartenance pour les supporters. S'approprier le lieu et s'approprier leur équipe. Il n'y a pas de contact, c'est pas charnel, quoi, Charletti. Alors, puisqu'on parle de modèle économique, alors ça s'adresse à vous quatre, en fait, on voit bien que les stades deviennent de plus en plus monolithiques. C'est-à-dire que quand on prend l'aréna de Port-en-Parbre à Nanterre, quand on prend celui de Vallaudet-Pistre à Lille, quand on prend celui de Dominique Perrault à Rouen, là aussi, ils sont tous des arénas, ont des lieux différents, des situations et des architectures différentes, mais néanmoins, ils ont un point commun. Enfin, surtout Nanterre et Lille, on se referme au maximum, et puis on voit qu'il y a une partie qui est extra-sportive, on pourrait dire. Est-ce que ça fait partie du programme et du... comment vous fabriquez ça? Nanterre, vous faites un business plan sur 20 ans, vous faites quoi? Il faudrait, c'est la moindre des choses. Hein. Je veux dire, il y a que... c'est dans la vie en général, hein, ça doit fonctionner comme ça normalement. Mais par exemple, Nanterre, il est en train de toucher sa limite, parce que Nanterre... Depuis Taylor Swift, vous voulez dire? Là, on a touché beaucoup de limites. Il y a eu tellement de monde que ça, on ne rentrait plus. D'ailleurs, il y a des spectateurs qui sont venus des États-Unis parce que c'était moins cher. Voilà, on a entendu ça. Des billets d'avion. Oui, là le shift, il va falloir, il y a du travail. Non, en fait, il a touché sa limite sur la modularité, la mixité, parce qu'il va aller jouer des matchs à Colombes. En fait, il va jouer que les grands matchs. Il va garder que les grands matchs au Racing, parce que, Nanterre, parce que c'est vrai que ce grand écran. Enfin, moi aussi, je suis très rugby, et c'est vrai que c'est particulier quand même. Mais en fait, il en a fait. C'est une boîte à spectacle, en fait. Et donc là, le rugby a un peu touché ses limites. Le mot est lâché. La boîte à spectacle. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, après, j'aime bien y aller. C'est pas le sujet, mais je pense qu'il est un peu. Mais on en revient aux injonctions contradictoires, ce que tu disais sur Charletti, qui est vrai, mais il faut qu'un stade puisse avoir de l'athlétisme, mais en même temps, il faut qu'on soit prêt. Donc ça, c'est pas possible en vrai. Etc. Donc d'où les tribunes là, qui reculaient. Mais même, c'est modulable, c'est ça. Il faut que ça soit couvert, mais en même temps, il faut que ça soit ouvert. Il faut que la pelouse elle puisse accueillir du foot, et puis après du rugby, puis après une scène. L'oxymore, quoi. C'est tout le temps ça, un stade. C'est de plus en plus ça, en tout cas. Mais les stades de grande taille. Juste en face, le Parc des Princes s'est construit, comme vous le savez, un stade de rugby et dédié au rugby uniquement. L'œuvre de Rudy Ricciotti, précisément, avec une architecture, justement, autant l'un est tout en os, l'autre est tout en peau, même si la peau est structurelle et autres. Très, très, très intéressant, le rapport dialectique entre les deux. Ça, je dis ça pour les spécialistes de l'architecture. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les lieux à vivre. Est-ce que là, vous avez commenté quelque chose dans le stade de Ricciotti? Vous l'avez... Ouais, c'est assez agréable. Hein. Oui, tout est beau, tout est neuf. Et puis voilà, il faut sortir du stade quand même pour avoir accès à la vie. La vie du quartier. Ouais, la vie, elle n'est pas dans le stade. Oui. Voilà, c'est le seul petit bémol. Parce que sinon, il est réussi. C'est un stade très réussi, oui. Et puis surtout, c'est un stade novateur. Il est très modulable. Pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir du basket. Enfin, voilà, c'est un stade où il se passe des choses, où il peut se passer des choses. Taylor Swift va pouvoir venir. Enfin, il n'y a pas de problème. Revenir. Oui, revenir. On reviendra au Stade de France. Et pourquoi pas. Alors Luc, en fait... Le stade que vous faites pour les Jeux Olympiques, là, qui va servir à un moment pour les Jeux Olympiques avec NP2F au nord de Paris. Alors ça, c'est un concept nouveau, là encore. Hein. C'est pas une aréna, c'est autre chose ou c'est une aréna, mais surtout la réponse était déjà dans le programme. C'était le mixer avec d'autres des gymnases, du loisir, un peu de commerce et beaucoup d'activités qui répondent au quartier. Et je pense que c'est important, c'est qu'à chaque fois un stade, c'est pas nulle part. Il faut qu'il soit branché sur la ville. Et je pense qu'en effet, pour limiter aussi les transports, il faut qu'ils soient vraiment branchés pour que les gens du quartier puissent utiliser cet équipement. Donc à différents niveaux, soit au quotidien pour le quartier, soit aussi d'une manière plus exceptionnelle, une fois par mois, pour les grands spectacles qu'il peut y avoir dans la grande salle. Et là, je suis allé. Là, c'est un compliment maintenant. Je suis allé à Bauer il y a 2-3 semaines là, pour l'avant-dernier match de la saison. Oui. C'est très réussi.
Vraiment. Pour l'instant, il n'y a qu'une tribune. Il n'y a qu'une tribune, mais elle est magnifique, elle est très bien faite. Ah, J'adore l'idée d'avoir conservé l'immeuble. Tout à fait, parce qu'il y avait des gens qui regardaient, effectivement. Ouais. Et moi, je me souviens, j'avais un vrai doute. Parce que j'ai commenté quand ils étaient en national, il y a de nombreuses années, dans l'ancien stade, et c'était très agréable. Vraiment. Et là, c'est au moins aussi agréable. Donc je trouve que c'est une vraie réussite, et que c'est un vrai lieu de vie. Le seul problème, c'est que j'habite loin et qu'il n'y a pas de transport et qu'on ne peut pas se garer. Mais c'est un stade de la ville, en fait. Ah oui, complètement. Puis comme il a une dimension assez réduite, il n'est pas fait pour attirer des gens qui vont venir de 300 km, mais plutôt des environs. C'est un stade qui va vite appartenir, je pense, à ses usagers. Je pense, oui. Donc on voit bien que les typologies sont telles qu'on a l'impression que quand il parle d'un stade, là, Luc, en fait, il parle comme d'une gare. Parce qu'une gare, ça doit, même si on ne prend pas le train, il faut pouvoir aller faire des courses. Et maintenant, la gare Saint-Lazare, c'est complètement transformé pour ne parler que d'elle. Donc là, il y a quelque chose où l'équipement de quartier n'est pas exclusif des seuls praticiens du sport. Sauf qu'on ne passe pas dans un stade, on s'y arrête. On s'y arrête pour un temps donné, mais on s'y arrête, on y reste quand même, on s'y installe. Oui, On doit y manger, on doit y boire, effectivement, mais voilà, c'est pas un lieu de passage. C'est peut-être la grande différence avec une gare. Et puis, je connais peu de gares auxquelles on s'attache. Je connais peu de gares auxquelles on s'attache, honnêtement. Ah oui. En revanche, les stades, on peut s'y attacher. Il y a des stades, je sais pas, le Maracana à Rio, j'y suis allé 2 fois. C'est pas un stade magnifique. Il est assez banal, finalement. Il a été refait pour les Jeux. Oui, là, il a été refait. Mais ils ont considéré. C'était à un moment le plus grand stade du monde. Ça a été longtemps le plus grand stade du monde. 120 000, non? Ouais. Mais 160 000. 180. Voilà, les enchères montent. Et ils ont conservé la seule chose qui a été Adjugé conservée, 200 000. La seule chose qui a été conservée, c'est l'escalier pour entrer dans le stade, l'espèce de structure. Ça, c'est assez charmant, c'est assez architectural pour le coup. Mais sinon, le stade, il est assez banal comparé au stade Mané Garrincha de Brasilia, qui lui est magnifique. Il est majestueux, somptueux, mais en même temps, il n'a pas d'histoire parce qu'il n'y a pas eu de grand match dedans, contrairement au Maracana, qui a vu 2 finales de Coupe du Monde, qui a vu Zico marquer 150 buts. Voilà, il se passe des choses dans les stades. Contrairement à ceux de Boca Junior. À la Bombonera, oui, hein, c'est quelque chose. On peut le dire. On peut. Puis là, ça vibre. Le mot chaudron n'est pas exagéré, là. Je crois que c'est le stade le plus bouillant du monde, ouais. Je crois. Je parle sous le contrôle des spécialistes qui sont ici. Peut-être presque dangereux, même. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on a. Donc il y a une vraie évolution là. Donc on sent bien qu'il y a une évolution dans la demande. Hein, vous l'avez bien exprimé. Et vous dites qu'il faut que cette demande, elle soit aussi mise en cohérence avec justement une évolution du monde. Là, on a une urgence à régler quelques problèmes. Mais sauf que là, il y a tels enjeux que je vois pas pour l'instant comment on peut régler ce que vous avez pointé. En fait, ce qu'on dit, c'est surtout qu'on n'aura pas le choix. En gros, avec la contrainte d'approvisionnement, dans tous les cas, on ne pourra pas faire autrement. Si vous n'avez pas de pétrole pour amener les personnes qui viennent d'Irlande pour un match France-Irlande ou, je sais pas, de Brésil... Ça, c'est pas possible. Match France-Irlande, c'est un must. Oui, bon, là, on les fera venir dans tous les cas. Ouais. Je sais pas comment, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peu importe la question économique, en fait, il y a une vraie question physique. C'est est-ce que on peut le faire à terme et je veux dire, est-ce que en continuant comme ça peut perdurer? Et la réponse est malheureusement non. Donc c'est réfléchir à comment on peut adapter. Donc là, c'est tout le sujet de ce qu'on fait en ce moment. Hein. C'est réfléchir à comment on peut adapter les manifestations sportives dans les stades pour garder, parce que nous, au groupe de travail sport, on est des passionnés de sport. Tout ça, notre intérêt, c'est pas du tout d'arrêter d'avoir des matchs, des manifestations sportives, etc. Au contraire. Mais c'est de montrer comment elles peuvent rester viables dans un futur qui doit être décarboné pour des raisons écologiques, climatiques, et pour des raisons énergétiques, parce qu'on n'aura pas le choix dans tous les cas. Ouais, en tout cas, ce que vous soulignez bien tous, c'est aussi, parce que c'est revenu souvent dans les critiques, notamment, pas uniquement au Mans, la question de la localisation, hein, le fait d'être connecté, d'être dans la ville, en faire partie. C'est vrai que, par exemple, Dominique Perrault, pour le complexe olympique de Berlin, du temps où Berlin essayait d'avoir les Jeux olympiques, avait lancé un grand concours international. C'est un architecte français qui l'a gagné. Et il fait ce complexe avec le vélodrome et la piscine. Lié aux infrastructures, là encore, de train. Non, mais Berlin, c'est un des stades
plus incroyables que j'ai vus de toute ma vie. Ah, C'est-à-dire que c'est un parc olympique. faut noter. Il y a un stade qui fait partie intégrante d'un lieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le parc olympique, il y a le U-Bahn qui arrive juste à côté. Tout est fait pour passer un moment de sport. Il y a la piscine historique des Jeux de 1936 qui est toujours là. Il y a le stade qui n'a absolument pas bougé, ou pratiquement pas, si ce n'est qu'on a quand même enlevé l'estrade où Adolf Hitler assistait aux Jeux en 1936. Ça, les Allemands ont dit c'est fini, ça n'existe plus. Mais pour le reste, c'est exactement le même stade. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et en entrant pour la première fois dans ce stade, vraiment, j'ai eu une émotion. C'est-à-dire que j'ai vu tout ce qui s'était passé, j'ai imaginé. Et donc, mais je suis pas resté très longtemps là-dessus. C'est-à-dire que c'était pour des championnats du monde d'athlétisme, c'était en 2009. C'était pas la première fois que j'y rentrais, et j'ai vu une compétition d'athlétisme comme j'en ai vu nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait un public fantastique qui a fait oublier la dimension historique de ce stade, le poids de l'histoire presque. Adolf Hitler, il a disparu très rapidement de mon esprit et on est passé sur du sport avec, contrairement à certaines ambiances de foot, aucune animosité, du plaisir, de la joie. Les Allemands encourageaient les athlètes étrangers. Et vraiment, je me souviens de la première soirée, c'était absolument fantastique. Et puis en plus, c'était des championnats incroyables où Usain Bolt avait battu 2 records du monde et remporté 3 médailles d'or, ce qui était absolument incroyable. Et les gens, ben voilà, ils étaient chez eux parce que c'était. On revient au tout début de l'intervention. C'est un lieu. Le parc olympique de Berlin, c'est un lieu. Vous parlez du parc olympique historique. Ouais. Moi, je parlais de celui de la réunification allemande, où précisément il fallait irriguer des nouveaux territoires avec des équipements sportifs. Voilà, c'est ça qui était intéressant. Et c'est un lieu extrêmement pratiqué, là aussi. J'espère que vous aurez la chance d'y aller commenter des épreuves, parce que ou faire un podcast, puisque vous faites des podcasts. Aussi. Alors pourquoi vous faites des podcasts sur les lieux de sport, sur l'architecture du sport, finalement? Vous l'interrogez. Alors, vous avez regardé ces vidéos, vous avez vu qu'il y avait toujours une part sur l'architecture. Oui, toujours. C'est pour ça que je le souligne. C'est pour ça que je disais que j'avais un avis à chaque fois, quand même. Je les trouve beaux, pas beaux, fonctionnels, pas fonctionnels, venteux ou pas. En tout cas, il y a un avis d'utilisateur. C'est pas forcément un avis d'architecte, mais c'est un avis d'utilisateur. Et puis, il y a toujours des petites histoires autour de l'architecture. Vous parliez de la Bombonera à Buenos Aires. Il y a une histoire, ce stade. Il est construit comme un fer à cheval. Il y a une toute petite tribune sur un côté, pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour faire la dernière tribune, ou parce que c'était une volonté architecturale, mais juste parce qu'ils n'ont pas réussi à acheter les terrains aux gens qui habitaient là, derrière. Les gens, ils ont dit non, nous on ne vend pas, on reste là, on habite là. Résultat, il n'y a que 3 vraies tribunes et une toute petite. Mais le stade, il est mythique quand même, de par sa forme, de par l'ambiance qui y règne, et de par les matchs qui y sont joués. Et puis c'est un stade qui a une particularité aussi, c'est un stade où il y a toujours la loge de Diego Maradona. Ah. Voilà. Donc voilà, elle y restera à vie, de la même manière qu'à Harlem, il y a la loge de James Brown, qui existe toujours. On ne peut pas lutter là. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas parlé de la musicalité, parce que là, il y a un son là, à Buenos Aires. Ça vibre. Alors je ne sais plus, je crois que c'est Sébastien tout à l'heure qui parlait du son dans les stades et des ambiances. Effectivement, avant d'aller commenter en Angleterre, par exemple, moi je me faisais tout un monde de l'Angleterre. Et j'ai vu, je sais pas, 20 stades en Angleterre, peut-être 30, je sais pas. Mais j'ai été déçu en fait. À part à Liverpool, sur un gros match, quand ça chante « You'll never walk alone » avant le match, ou même pendant parfois, quand vraiment il se passe un truc. Effectivement, à Crystal Palace, à Luton. Vous connaissez Luton? Je vois où c'est, oui. C'est un stade de moins de 10 000 places. En première ligue, c'est pas vraiment le modèle économique. On y revient. C'est totalement anachronique. Oui. Mais ça fonctionne là-bas. C'est-à-dire que les gens, c'est leur stade, ils veulent pas en changer. Et il y a eu des projets, mais qui ne se sont pas faits. Pareil, quand vous allez à Chelsea, le stade mériterait presque d'être refait, tellement il est peu pratique. Là, c'est pas pareil. Il n'y a pas de salle de presse. Vous interviewez les joueurs sur le bord du terrain après les matchs, sous la pluie, parce que la tribune ne va que sur la tribune, justement. Elle ne déborde pas sur le stade. Donc vous interviewez les joueurs sur le bord du terrain, sous la pluie. Je me souviens d'avoir interviewé Didier Drogba.
sous la pluie après un match de Chelsea. Et donc, pour revenir à la musicalité, excusez-moi, en France, on est pas mal quand même. En France, ça sonne bien. Le son est bon. Et puis, les supporters sont bons. Et il y a une véritable ambiance qui peut durer 90 minutes durant. C'est pas le cas partout. Ça peut être le cas en Turquie ou en Grèce sur de gros derbies. Mais même en Italie, il y a des pauses. Les supporters sont parfois plus mesurés. Ça dépend des endroits, évidemment. Est-ce que pour le Stade de France, vous aviez imaginé cette question du son, justement, qui allait emplir Est-ce que vous êtes intéressé au son ? Oui, est-ce que... Si, enfin, le son sur le Stade de France, comme il est ouvert et qu'en effet, l'intérêt c'est dans les gradins, notamment en haut, on a une vue sur la ville, on voit Paris aussi sous la toiture, à travers la toiture. Quand on est tout en haut, donc oui. ça s'échappe. Donc c'est vrai que quand les spectacles d'opéra et tout ça, c'était un peu pas très bon, je trouve. Mais Non, je parlais du sport, là, du son, de la vibration du sport. Non, mais on est loin. Déjà quand c'est un match de rugby ou de foot, on est loin parce que justement, on est quand même assez loin de l'aire de jeu. Donc ça, c'est quand même gênant. C'est vrai que la proximité et la distance par rapport à l'aire de jeu est très importante quand même dans les stades, hein, globalement. On a fait celui de Yamoussoukro où ils ont exigé dans le programme de faire un stade olympique, donc d'athlétisme autour, mais on est très très loin de l'aire de jeu. Donc c'est déconnecté. On a vu quelques images d'autres stades aussi. Mais c'est vrai que le son, du coup, est un peu plus diffus et contrairement au Parc des Princes où justement il y a cette concentration où on sent que voilà, le son prend évidemment une allure dramaturgique dans le spectacle. Oui, est-ce que ça compte, hein, non ça vous parle tout ça, là, cette idée du son, on a parlé tout à l'heure d'orchestrer l'ambiance, j'ai entendu cette expression, est-ce que... On faisait tout à l'heure une espèce de parallèle entre la religion, les lieux de culte et les stades. Dans une église, ça sonne, hein. C'est important que ça sonne bien même. Ça a même été étudié pour. Hein. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'on aurait du mal aujourd'hui avec nos technologies pour reproduire ce que les ingénieurs de l'époque avaient construit en termes de sonorité. Mais dans les stades, honnêtement, ça devrait être dans le cahier des charges. Si jamais j'étais maire d'une grande ville, je demanderais à ce que le stade sonne bien. Il y aurait ton nom. Comment ? Il y aurait ton nom après. Sur la tribune. Ouais.